Avez-vous déjà regardé votre bol de riz fumant en vous demandant quel était son véritable secret? Et si je vous disais que l'ingrédient magique derrière le meilleur riz du monde n'est ni une graine de laboratoire, ni un engrais chimique ultra coûteux, mais une créature visqueuse qui rampe sous la boue? Aujourd'hui, nous allons parler des vers de terre géants, d'un sol incroyablement riche, et du secret de la culture du riz que personne ne veut vous raconter. Vous allez découvrir une vérité fascinante qui remet en question tout ce que l'industrie agricole moderne essaie de nous vendre depuis des décennies. D'ailleurs, préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous couper l'appétit pour les produits chimiques, ou au contraire, vous donner une faim de loup pour la vraie nature. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation finale va littéralement bouleverser votre façon de faire vos courses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, avant même de commencer, préférez-vous un riz cultivé avec des produits chimiques stériles ou un riz nourri par l'activité de milliers de gros vers de terre? Le débat est ouvert. Pour bien comprendre cette histoire, il faut faire un petit bond dans le temps. Pendant des milliers d'années, les civilisations asiatiques ont cultivé le riz en harmonie parfaite avec la nature. Les paysans observaient le sol, les saisons et les animaux. Puis est arrivé ce qu'on appelle la Révolution verte, vers le milieu du XXe siècle. On a promis aux agriculteurs des rendements miraculeux grâce à des poudres synthétiques et des liquides toxiques. L'idée était de forcer la nature. Mais en faisant cela, nous avons oublié un acteur principal, le grand architecte de la fertilité, le lombric. Charles Darwin lui-même appelait les vers de terre les intestins de la terre. Il avait compris que ces petites bêtes sont les garantes de la vie. Pourtant, dans les rizières modernes, inondées et bourrées de pesticides, on a cru que ces créatures avaient disparu ou n'étaient pas importantes. C'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, une poignée d'agriculteurs rebelles redécouvrent l'alliance sacrée entre les vers de terre géants et le riz, et les résultats qu'ils obtiennent font trembler les multinationales de l'agrochimie. Commençons par dissiper un mythe absolument colossal concernant la culture du riz. Quand la plupart des gens imaginent une rizière, ils voient une grande étendue d'eau stagnante et de la boue stérile, un simple support physique pour retenir les racines des jeunes pousses. Mais la vérité est bien plus complexe et fascinante. Cette boue n'est pas morte. Elle grouille d'une vie invisible et souvent ignorée par les méthodes modernes. Pour vous donner une idée précise de ce phénomène, imaginez qu'une seule cuillère à soupe de ce sol sain contient plus d'organismes vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur notre planète entière. C'est une véritable métropole souterraine qui travaille sans relâche, jour et nuit. Le riz ne pousse pas simplement grâce à l'eau et aux rayons du soleil. Il dépend entièrement de cette ville microscopique pour digérer les nutriments de la terre. Or, au sommet de cette chaîne alimentaire souterraine, règnent en maître absolu nos fameux vers de terre. Ils sont les architectes majeurs de cette ville de boue. Sans leur présence active, la terre s'étouffe très vite, l'eau stagne dangereusement et les racines du riz finissent par pourrir. C'est la toute première étape pour comprendre pourquoi un sol véritablement riche est tout simplement impossible sans ces ingénieurs de l'ombre. La prochaine fois que vous regardez un simple grain de riz, dites-vous bien qu'il a été nourri par ce travail titanesque, un travail totalement invisible à l'œil nu, mais absolument indispensable à la survie de la plante. Mais de quel ver parlons-nous exactement? Il faut oublier tout de suite le minuscule petit ver rose que vous trouvez parfois en grattant le terreau de vos pots de fleurs sur le balcon. Dans les rizières saines, nous avons affaire à de véritables monstres de la nature, des vers de terre géants qui peuvent parfois atteindre la taille d'un petit serpent. Et ici, nous devons briser une autre idée reçue très tenace. Beaucoup pensent que les vers de terre se noient inévitablement dès qu'un champ est inondé, comme c'est le cas pour la culture du riz traditionnel. C'est faux. Si certaines espèces terrestres fuient effectivement l'eau, il existe des espèces spécifiques, parfaitement adaptées aux milieux aquatiques et boueux des rizières. Ces vers géants ont évolué pour survivre et prospérer sous l'eau, en extrayant le peu d'oxygène disponible dans la vase. Imaginez des plongeurs sous-marins naturels qui passent leur vie entière à creuser des galeries dans la boue inondée. Leur taille impressionnante n'est pas un accident de la nature. C'est une adaptation directe à un environnement extrêmement riche en matières organiques en décomposition. Plus le ver est grand,
plus sa capacité à transformer l'environnement qui l'entoure est phénoménale. Ils sont les gardiens silencieux des zones inondées, transformant un marécage potentiellement mortel pour d'autres plantes en un véritable paradis pour la croissance du riz. Maintenant, penchons-nous sur l'action purement mécanique de ces géants souterrains. Les vers de terre agissent exactement comme des charrues microscopiques, mais avec une efficacité que les machines humaines ne pourront jamais égaler. Pensez à un énorme tracteur qui laboure un champ. Il retourne la terre, certes, mais il la tasse aussi sous son propre poids. Les vers, eux, font un travail de dentelle. En se déplaçant, ils avalent la terre devant eux et créent derrière eux un réseau complexe de galeries tridimensionnelles. Pour bien visualiser la chose, imaginez des millions de minuscules bulldozers vivants qui travailleraient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans jamais demander une seule goutte de carburant. Ces galeries permettent à la terre de respirer. Elles agissent comme des poumons pour le sol de la rizière. L'oxygène, même en petite quantité, peut ainsi descendre en profondeur, empêchant le développement de mauvaises bactéries qui aiment les milieux sans air. De plus, ce labourage perpétuel empêche la boue de devenir aussi dure que du béton lorsque l'eau vient à se retirer. C'est un travail mécanique de haute précision qui maintient la structure du sol dans un état idéal, à la fois souple et structuré, prêt à accueillir les racines naissantes du riz de la manière la plus douce possible. Mais l'ingénierie physique n'est que la moitié de leur incroyable pouvoir. Passons à la véritable alchimie, la digestion chimique. Ce qui entre dans la bouche d'un ver de terre est très différent de ce qui en ressort. Le ver avale un mélange peu ragoûtant de terre, de restes de racines mortes, de feuilles pourries et de champignons. Mais son système digestif est une usine chimique d'une complexité fascinante. Il broie le tout et le mélange avec des enzymes puissantes et des bactéries bénéfiques stockées dans ses propres intestins. Le résultat à la sortie? Ce qu'on appelle les turicules, ou plus simplement, les excréments du ver. Et croyez-le ou non, ces déjections sont de l'or pur pour l'agriculture. C'est un engrais naturel surpuissant. Imaginez une machine magique capable de transformer vos poubelles remplies de déchets organiques en lingots d'or pur. C'est exactement ce que font ces vers. Leurs déjections contiennent 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que la terre environnante. En plus, ces nutriments sont enveloppés dans une fine membrane de mucus qui les empêche d'être immédiatement lavés par l'eau de la rizière. C'est comme s'ils préparaient des petits paquets cadeaux remplis de vitamines, prêts à être ouverts par les racines du riz au moment où elles en ont le plus besoin. Ceci nous amène directement à la gestion de l'azote, un élément absolument crucial pour la culture du riz. Le riz est une plante très gourmande. Elle a besoin d'énormément d'azote pour grandir vite et produire des grains bien pleins. Dans l'agriculture conventionnelle, on déverse des tonnes d'azote chimique de synthèse directement dans l'eau. Mais voici le drame. Une grande partie de cet engrais chimique se dissout immédiatement et s'échappe dans les rivières avant même que le riz n'ait pu le boire. C'est une perte d'argent et une catastrophe écologique. En revanche, avec nos vers de terre géants, le cycle de l'azote devient un modèle de perfection. Les vers libèrent l'azote de façon lente et continue à travers leur déjection. Il n'y a pas de surdose brutale suivie d'une carence. C'est comme la différence entre manger 10 kilos de sucre d'un seul coup et avoir une perfusion constante de nutriments équilibrés tout au long de la journée. Le mythe selon lequel les engrais chimiques sont plus rapides et donc meilleurs est totalement faux sur le long terme. La nature est infiniment plus intelligente. Elle a conçu un système de libération prolongée qui assure à la plante du riz une nutrition parfaite, constante et sans aucune perte polluante pour l'environnement. Abordons un autre secret fondamental, la gestion de l'eau. Cela peut paraître contre-intuitif quand on parle de rizières inondées, mais la capacité du sol à gérer l'eau est vitale. Les innombrables galeries creusées par les vers de terre transforment le sous-sol de la rizière en une gigantesque éponge naturelle. Prenez un moment pour imaginer l'expérience suivante. Versez un seau d'eau sur une surface en béton dur. L'eau va ruisseler immédiatement et disparaître. Prenez maintenant le même seau d'eau et versez-le sur une grosse éponge.
L'eau est absorbée, retenue et conservée à l'intérieur. C'est exactement ce que fait un sol riche en verre. Même lors de fortes pluies ou de typhons, fréquents dans les zones de culture du riz, ce sol spongieux absorbe l'excès d'eau, évitant ainsi que les jeunes plants ne soient complètement emportés. Et à l'inverse, lors des périodes de sécheresse ou lorsque les agriculteurs drainent les champs, cette éponge souterraine garde une humidité résiduelle précieuse. Les galeries agissent comme de minuscules réservoirs d'eau de secours. Cette flexibilité naturelle rend le riz beaucoup plus résistant aux aléas climatiques extrêmes, un atout inestimable à l'heure où notre climat devient de plus en plus capricieux et imprévisible. Tout ce travail souterrain a un impact direct et visible sur le système racinaire de la plante elle-même. Les racines du riz sont comme des explorateurs paresseux. Si la terre est trop dure, elles s'épuisent à chercher leur chemin, elles restent en surface et la plante devient fragile. Mais lorsque le sol est rempli de galeries de vers de terre, la donne change complètement. Les racines vont naturellement suivre ces tunnels déjà creusés. C'est comme si on leur avait construit un réseau d'autoroutes souterraines ultra rapides. Au lieu de lutter contre la matière, elles glissent sans effort à l'intérieur des conduits laissés par les vers géants. L'exemple est frappant. Une racine qui trouve une galerie va plonger beaucoup plus profondément dans le sol. Or, un riz avec des racines profondes est un riz fort. Il va puiser des minéraux rares enfouis loin sous la surface, des éléments qui donneront de la force à la tige pour résister aux grands vents, et des nutriments complexes qui enrichiront le grain. Sans ces autoroutes naturelles créées par les vers, les racines restent superficielles, la plante est chétive, et le riz produit est pauvre en qualité nutritionnelle. Le ver est vraiment le guide suprême de la racine. Il y a un autre avantage caché, presque magique, lié à ces petits terrassiers, la résistance aux maladies. Les vers de terre sont recouverts d'un mucus visqueux, une bave qui les aide à glisser dans la terre. Ce mucus n'est pas juste un lubrifiant mécanique. Il est gorgé de millions de bactéries bénéfiques et de micro-organismes qui sont de redoutables tueurs de champignons pathogènes. Quand le ver se déplace, il tapisse les parois de ces galeries avec cette bave protectrice. Et quand les racines du riz empruntent ces mêmes galeries, elles entrent en contact direct avec ce mucus. C'est un peu comme si la plante recevait un vaccin naturel continu. Les bactéries de la bave du ver protègent les racines contre les infections et les pourritures qui ravagent si souvent les rizières conventionnelles. Le sol développe ainsi son propre système immunitaire. C'est une barrière protectrice vivante. Beaucoup d'agriculteurs modernes dépensent des fortunes en fongicides chimiques mortels pour soigner leurs plantes malades, sans comprendre que la nature leur offre un bouclier gratuit et infiniment plus efficace, simplement en laissant vivre les vers de terre. C'est la médecine préventive absolue pour le monde végétal. Mais alors, pourquoi insistons-nous tant sur l'aspect géant de ces vers? La taille compte-t-elle vraiment dans ce domaine? La réponse est un grand oui. Le concept est simple à comprendre. Plus le ver est imposant, plus le tunnel qu'il creuse est large, et plus la quantité de terre qu'il ingère et transforme en engrais est phénoménale. Un ver géant accomplit le travail de 100 petits vers communs. Mais comment fait-on pour obtenir des vers de terre de cette taille impressionnante dans une rizière? Le secret réside dans le changement de philosophie de l'agriculteur. Au lieu d'essayer de nourrir directement la plante avec des engrais liquides, l'agriculteur intelligent nourrit le sol. Il laisse les restes des récoltes précédentes, il ajoute du compost, il laisse pousser certaines mauvaises herbes bénéfiques entre les saisons. En fait, il offre un festin géant à la population souterraine. Bien nourris, les vers grandissent, se reproduisent massivement et atteignent des tailles records. C'est un changement de paradigme total. On ne cultive plus seulement du riz, on cultive d'abord un élevage de vers de terre géants en plein air. Et ces géants, en retour, se chargent de cultiver le meilleur riz possible pour nous. Cependant, il y a une ombre au tableau, un ennemi redoutable qui détruit ce miracle naturel au quotidien. Je veux parler de l'agriculture industrielle mécanisée. L'utilisation de tracteurs de plus en plus lourds et de moissonneuses gigantesques dans les rizières est une véritable tragédie silencieuse. Il faut démonter le mythe selon lequel les machines lourdes représentent le progrès absolu.
En réalité, le poids de ces engins d'acier compacte le sol de manière irréversible. La terre est écrasée, pressée, jusqu'à devenir dure comme de la brique. Sous cette pression phénoménale, les galeries s'effondrent et les vers de terre sont littéralement écrasés ou meurent asphyxiés dans leurs propres tunnels effondrés. C'est un massacre souterrain qui passe inaperçu. En écrasant le sol, on détruit l'éponge naturelle, on bloque les autoroutes des racines et on arrête l'usine à engrais gratuit. Le sol devient rapidement stérile, dépendant à 100% de la chimie pour produire la moindre pousse. Croire que la technologie lourde est la seule voie pour nourrir le monde est une erreur tragique, car elle détruit la véritable fondation de la fertilité à chaque passage de roue. Et comme si le compactage physique ne suffisait pas, l'industrie a rajouté une deuxième arme de destruction massive, les produits chimiques de synthèse. Les pesticides, les herbicides et les engrais chimiques sont vendus comme des remèdes miracles. Mais pour les vers de terre, c'est l'équivalent de larguer une bombe toxique directement sur leur lieu de travail. La peau des vers est extrêmement fine et perméable. Elle leur permet de respirer. Lorsque ces produits chimiques s'infiltrent dans le sol humide de la rizière, ils brûlent la peau des lombrics de façon atroce. L'ammonium, présent dans de nombreux engrais synthétiques, est particulièrement mortel pour eux. L'exemple est terrible. C'est exactement comme si un chef d'entreprise décidait de gazer ses propres ouvriers en espérant que l'usine tourne mieux sans eux. En éliminant les vers de terre pour chasser quelques insectes indésirables, l'agriculteur tue ses meilleurs alliés. Le cycle naturel s'effondre. Sans vers, la terre se dégrade, les rendements chutent au bout de quelques années, obligeant l'agriculteur à acheter encore plus de produits chimiques pour compenser. C'est un cercle vicieux infernal et extrêmement coûteux que l'industrie adore maintenir. Heureusement, il existe une porte de sortie, et certains paysans courageux ont décidé de la franchir. La transition vers une agriculture régénératrice, qui remet le ver de terre au centre du jeu, est un parcours fascinant mais difficile. Prenons l'exemple bien réel d'un cultivateur de riz asiatique qui décide du jour au lendemain d'arrêter la chimie. La première année est souvent catastrophique. Son sol, devenu accro aux engrais chimiques, est comme un drogué en période de sevrage. La terre est morte, dure, et sans la chimie, le riz pousse très mal. Le paysan voit sa récolte s'effondrer et ses voisins se moquent de lui. Mais s'il tient bon, s'il continue d'apporter de la matière organique naturelle, comme de la paille ou du fumier, un miracle se produit. Dès la 3e année, les premiers vers reviennent timidement. La 4e année, ils se multiplient à une vitesse folle. Le sol change de couleur. Il devient plus sombre, plus meuble. L'odeur même de la terre change pour rappeler celle du sous-bois après la pluie. Et là, les rendements du riz explosent à nouveau, dépassant souvent ceux des champs chimiques voisins. C'est la preuve vivante que la nature pardonne, pour peu qu'on lui laisse le temps de reconstruire ses armées souterraines. Une question brûlante se pose alors. Toute cette biologie souterraine change-t-elle vraiment le résultat final dans notre assiette? La réponse est catégorique. Oui, le goût est radicalement différent. Un riz cultivé dans un sol stérile sous perfusion chimique est souvent insipide. Il contient beaucoup d'amidon pour l'énergie, mais très peu d'oligo-éléments. C'est une coquille vide. À l'inverse, un riz cultivé dans un sol vivant et travaillé par des vers de terre géants bénéficie d'un spectre nutritionnel infiniment plus large. Grâce aux racines qui descendent très profondément dans les galeries et à la digestion complexe des vers, la plante absorbe du fer, du zinc, du magnésium et des minéraux rares. Et en cuisine, cela fait toute la différence. C'est très simple. Comparez l'expérience de manger un hamburger de restauration rapide sans saveur avec la dégustation d'un repas de grand chef cuisiné avec des ingrédients du terroir. Le riz nourri par les vers a une texture plus ferme, un parfum floral naturel lors de la cuisson et une saveur complexe qui se suffit presque à elle-même. Les plus grands chefs étoilés du monde entier commencent d'ailleurs à exiger ce type de riz pour leurs créations les plus prestigieuses. Au-delà du goût, il y a l'impact économique fracassant pour les petits agriculteurs. L'histoire qu'on ne vous raconte jamais, c'est que le système chimique moderne maintient les paysans dans une pauvreté chronique. Chaque année, ils doivent s'endetter pour acheter des semences brevetées,
des engrais hors de prix et des pesticides toxiques. Mais lorsqu'un agriculteur décide de faire confiance aux vers de terre, il brise complètement ses chaînes économiques. Les vers travaillent de manière totalement gratuite. C'est l'équivalent d'une main-d'œuvre illimitée qui ne fait jamais la grève, qui ne demande jamais d'augmentation de salaire et qui travaille de jour comme de nuit sans relâche. L'agriculteur économise des milliers d'euros en refusant d'acheter des sacs d'engrais chimiques. Il n'a plus besoin de louer de gros tracteurs pour labourer profondément, puisque les vers le font à sa place, doucement et gratuitement. Cette autonomie financière retrouvée permet aux paysans de vivre dignement de leur travail, de nourrir leur famille correctement et de reprendre le contrôle de leur propre terre face aux pressions des géants mondiaux de l'agrochimie. Ce retour aux sources a également un impact environnemental qui dépasse largement les limites de la seule rizière. L'un des plus grands fléaux de l'agriculture moderne, c'est la pollution de l'eau. Quand les pluies lavent les champs chimiques, des tonnes de nitrates se déversent dans les rivières, finissant par atteindre les mers. Cela crée d'immenses zones mortes dans les océans, où plus aucun poisson ne peut survivre à cause de la prolifération d'algues toxiques. Mais avec notre système naturel basé sur les vers de terre géants, ce cauchemar s'arrête net. Comme nous l'avons vu, les turicules des vers retiennent l'azote et empêchent son ruissellement. Le sol éponge absorbe les eaux de pluie au lieu de les laisser fuir. C'est un système fermé et parfait. En adoptant ce secret agricole millénaire, on ne sauve pas seulement la qualité du riz, on protège littéralement l'écosystème global de notre planète. Stopper la pollution des rivières à la source est un enjeu majeur pour la survie de l'humanité. Et il est fascinant de penser que la solution à un problème mondial si complexe repose en grande partie sur les épaules glissantes d'un simple ver de terre rampant dans la boue. Et puisque nous parlons de sauver la planète, saviez-vous que ces vers de terre sont des champions olympiques dans la lutte contre le réchauffement climatique? C'est un point absolument crucial. Dans l'air, le carbone sous forme de gaz à effet de serre réchauffe dangereusement la Terre. Mais dans le sol, le carbone est l'élément bâtisseur de la vie. Or, lorsque les vers géants ingèrent les feuilles mortes, la paille de riz et les racines en décomposition, ils emprisonnent le carbone de ces végétaux dans leur déjection. Ces minuscules boules de terre sont extrêmement stables. Elles enferment le carbone profondément sous la surface, l'empêchant de retourner dans l'atmosphère pendant des décennies, voire des siècles. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone. Imaginez que chaque ver de terre est une minuscule machine naturelle à aspirer le gaz à effet de serre. Plus il y a de vers dans nos rizières, plus nous retirons de carbone de l'air pour le remettre à sa place légitime, sous nos pieds pour nourrir les plantes. Lutter contre les changements climatiques peut se faire sans technologie futuriste coûteuse, simplement en laissant la nature et ses ouvriers souterrains faire leur travail. Pour pousser la magie encore plus loin, certains fermiers visionnaires ont recréé un écosystème holistique total autour de ces vers, en y associant d'autres animaux. C'est l'incroyable technique de la rizière aux canards et aux poissons. Le principe est d'une élégance rare. On lâche de jeunes canards et des petits poissons dans la rizière inondée. Les canards nagent et mangent les mauvaises herbes en surface, ainsi que les insectes nuisibles. Leurs fientes, combinées aux déjections des poissons, tombent au fond de l'eau et se transforment en nourriture royale pour nos vers de terre géants au fond de la vase. Les vers, gonflés à bloc, retournent le sol, ce qui trouble l'eau et empêche la lumière de passer, bloquant ainsi la repousse des mauvaises herbes indésirables au fond. C'est une symbiose parfaite, un balai naturel incroyable où chaque espèce travaille pour l'autre. Le résultat pour l'agriculteur? Il récolte non seulement un riz d'une qualité gustative exceptionnelle, mais il produit aussi du poisson et de la viande de canard, le tout sur la même parcelle de terre, sans utiliser une seule goutte de produits toxiques. C'est le summum de l'efficacité écologique et de l'intelligence paysanne. Mais alors, comment un fermier peut-il savoir si son sol est véritablement en bonne santé? A-t-il besoin d'envoyer des échantillons dans des laboratoires ultramodernes et de payer des analyses chimiques hors de prix? Absolument pas. La nature fournit le meilleur test de diagnostic qui soit, et il est totalement gratuit. C'est ce qu'on appelle la technique de la pelle. Il suffit de se rendre au milieu de la rizière,
de planter sa pelle dans la terre et de retourner un gros bloc de boue. Le verdict est immédiat. S'il n'y a aucun ver ou seulement quelques individus chétifs, le sol est malade, compacté ou empoisonné. C'est un signal d'alarme rouge clignotant. En revanche, si la motte de terre grouille de dizaines de vers vigoureux de belle taille, c'est que le pari est gagné. Le mythe selon lequel on ne peut mesurer l'efficacité agricole qu'avec des écrans d'ordinateur s'effondre ici. L'observation directe de la vie du sol est le seul véritable indicateur de fertilité durable. Les vers de terre sont les juges impartiaux de nos pratiques agricoles. Ils nous disent instantanément si nous détruisons la terre ou si nous la soignons. Si nous regardons vers l'avenir, la question de la sécurité alimentaire mondiale devient angoissante. Avec bientôt 10 milliards d'êtres humains à nourrir, beaucoup d'experts affirment qu'on n'a pas d'autre choix que d'intensifier l'agriculture chimique, quitte à détruire la planète. C'est un faux dilemme effrayant. Le secret des vers géants dans les rizières prouve exactement le contraire. Les méthodes agroécologiques basées sur la vie du sol ne sont pas de doux rêves de hippies nostalgiques. Ce sont des solutions techniques, mesurables et surtout reproductibles à grande échelle. Une fois le sol régénéré, les rendements en riz biologique peuvent rattraper et même dépasser ceux de l'agriculture conventionnelle toxique, avec des coûts de production infiniment moindres. La vraie révolution de demain ne viendra pas d'un nouveau laboratoire de génétique. Elle viendra d'un retour aux lois fondamentales de la biologie des sols. Comprendre et utiliser la puissance phénoménale de milliards de vers de terre est sans doute la seule véritable chance que nous ayons de nourrir l'humanité entière sans transformer notre belle planète bleue en un désert toxique stérile. Enfin, ne pensez pas que ce secret grandiose soit réservé uniquement aux lointaines rizières asiatiques. La beauté de cette règle biologique, c'est qu'elle est universelle. Vous pouvez appliquer exactement la même philosophie à la maison, même si vous n'avez qu'un petit potager en banlieue ou quelques jardinières sur un balcon en ville. Le principe reste immuable. Ne jetez plus vos épluchures de légumes à la poubelle, installez un petit lombricomposteur. Au lieu d'acheter des engrais liquides artificiels pour vos tomates ou vos plantes vertes, donnez-leur le thé de verre et les turicules produits par vos propres lombrics. Protégez la terre de votre jardin en y laissant des feuilles mortes pour nourrir les travailleurs souterrains. Vous recréerez, à votre toute petite échelle, la magie de ces champs de riz. Vous verrez vos plantes devenir beaucoup plus robustes, résistantes aux pucerons, et vos légumes auront une saveur que vous aviez probablement oubliée. Le secret du riz est en réalité le grand secret de la vie sur Terre. Prenez soin de ceux qui vivent sous la surface, et ils prendront magnifiquement soin de vous en retour. Voilà, le voile est levé. Le plus grand secret de la culture du riz, la clé pour obtenir des récoltes massives, des grains délicieux et un sol invincible, se résume au travail inlassable d'une créature que la plupart des gens trouvent répugnante, le ver de terre géant. C'est un véritable rebondissement dans notre vision moderne de l'agriculture. On nous a fait croire pendant des décennies que la chimie de synthèse était la seule voie possible pour sauver le monde de la faim, alors que la solution parfaite rampait silencieusement sous nos pieds depuis des millions d'années. En détruisant la vie du sol avec des tracteurs lourds et des poisons chimiques, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais l'espoir est bien là, porté par ces agriculteurs courageux qui redécouvrent la puissance du labour naturel et de l'or noir produit par les lombrics. Pour résumer, un sol sans vers est un sol mort, et une agriculture qui tue son sol finira par mourir elle-même. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous ne regarderez plus jamais un ver de terre de la même façon. Si ce voyage fascinant sous la surface de la Terre vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Sachant tout cela, la prochaine fois que vous achèterez du riz, allez-vous chercher le label biologique qui protège ces vers de terre, ou continuerez-vous d'acheter le riz conventionnel sans vous poser de questions? J'ai hâte de lire vos réponses.